Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. A. Le Maroc, quel beau pays, mais n'anticipons pas. Après avoir pris la décision de voyager, Chantal m'informa qu'elle allait rendre visite à sa mère qui habitait à Avranches, près du Mont-Saint-Michel. Quant à moi, je rejoignais ma mère à Toulon. Quelques jours plus tard, je vins à la gare de Toulon attendre Chantal qui venait me rejoindre. À la maison, chacune de nous deux resta dans sa chambre. Cela ne se passa pas très bien avec ma mère qui semblait mécontente de la présence de Chantal. Les mamans sont souvent possessives. Le lendemain à l'aube, nous partîmes en Simca 1100 en route pour une semaine au Club Méditerranée. Dans la voiture, nous engagions la conversation avec une certaine curiosité car chacun de nous voudrait en savoir un peu plus sur l'autre. « Tu as eu des copains ? Où habitais-tu ? Réponse et encore questions, etc. » L'heure de déjeuner arriva. Une différence se fit rapidement sentir entre nous, car privé comme je l'étais en brousse, je cherchais absolument un bon restaurant pour un bon repas, et là Chantal dit ceci. « Mais les jeunes ça mange des casse-croûtes, on ne perd pas de temps à s'asseoir dans un restaurant. » Malgré ce petit différend, je m'arrêtais pour un bon repas dans un restaurant. Nous avions roulé toute la journée et vers 20h, nous arrivions à Valence. Alors là, quelques questions me trottèrent dans la tête. Est-ce que je prends une seule chambre ? Deux chambres ? Est-ce que je pense l'embrasser ? De peur d'un refus qui aurait gâché l'ambiance du voyage, je m'abstins et demandai au réceptionniste de l'hôtel de nous donner 2 chambres. Pourquoi 2 chambres ? Demanda-t-elle. Parce que prends une chambre à 2 lits, ça t'économisera une chambre. Je la regardais avec interrogation. Pourquoi une seule chambre déjà ? Ça va trop vite pour moi. Dans la chambre, je restais sur mes gardes. Et si j'avais affaire à une nymphomane ? Nous allions chacun notre tour dans la salle de bain. Nous portions tous les deux des pyjamas très classiques. Chacun dormit tranquillement dans son lit. Cela me rassura, c'était une fille qui semblait correcte. Que pensait-elle de moi ? Le lendemain, nous reprenions la route, direction Algésiras, pour la traversée de la Méditerranée. Pendant cette longue route, je me détendis un peu. Lorsque je repense à ces moments passés ensemble, j'avais envie d'elle mais en même temps, je me disais que si cela avait été trop rapide, je n'aurais pas apprécié. Sur le ferry qui nous emmenait à Ceuta, la tempête faisait rage. Accoudés tous les deux sur le bastingage, je continuais à parler de ma vie de brousse lorsqu'au bout de 10 minutes, elle disparut. Une demi-heure plus tard, toujours pas de Chantal. Était-elle déjà fatiguée de mes manières ? En vue du port de Ceuta, elle réapparut. Il y avait une foule de personnes qui voulaient aller aux toilettes. Je me suis enfermée dans l'une d'elles et malgré les coups répétés sur la porte des gens aussi malades que moi, je ne quittais pas ma position privilégiée jusqu'à l'arrivée, me dit-elle. Lorsque nous accostâmes, il faisait déjà nuit et nous choisîmes de nous arrêter dans un petit port proche de Ceuta. Nous prîmes une chambre à 2 lits. Il y avait une tempête épouvantable, nous passâmes une nuit blanche à observer les vitres prêtes à se briser sous l'effet du vent. Le lendemain sur la route, nous faisions de plus en plus connaissance. Les paysages du Maroc nous semblaient fabuleux, mélange de palmiers, de terre ocre, de villages colorés, ça et là des troupeaux de chèvres surveillés par des gamins imprudents, insouciants du danger des voitures. Il y avait aussi des champs d'orangers à perte de vue. D'ailleurs les oranges du Maroc ont un goût incomparable. Quant au moyen Atlas, il n'y a qu'un seul mot pour le décrire, magnifique. Nous arrivâmes à Carzazate vers 17h, les géos du Club Méditerranée nous accueillirent. Comme par hasard, ils nous attribuèrent une chambre à 2 lits collés l'un à l'autre. Alors, ce qui devait arriver arriva. Pendant 2 jours, nous quittions la chambre juste pour nous nourrir. Je ne cachais pas ma vie en pleine brousse, sans confort et sans cesse confrontée à la nature. Malgré cela, la jeune fille accepta de venir me rendre visite en Afrique 1 mois après mon retour au Gabon. Les patrons acceptèrent sa présence sur le chantier, mais refusèrent de payer son voyage remboursable s'il y avait mariage. Mon retour sur mon lieu de travail fut ponctué de moqueries, et en même temps de curiosité après l'annonce d'avoir connu une jeune femme pendant mes vacances et qui en plus me rendrait visite. Ça y est, il est prisonnier, fini la liberté. Comment est-elle ? À qui ressemble-t-elle ? Voilà les questions que se posait mon entourage, sans oser me questionner.
J'étais le premier des 4 compagnons que nous étions à rompre le pacte du célibat, ou tout au moins à faire un essai. J'habitais toujours ma cabane, mais les quelques lettres que j'envoyais à Chantal étaient pleines de fantaisie et de petits mensonges car j'insistais sur le fait que la maison que nous habiterions serait très belle, très grande. La pauvre case n'était qu'en phase de construction. Le jour de son arrivée, je descendis à Libreville et Alain Morel, qui avait démissionné de la société et avait créé une société de dépannage à Libreville, m'invita à dîner juste avant l'arrivée de l'avion. Je fus surpris par Alain, mon ami. « Qu'est-ce que tu peux t'emmerder avec une gonzesse ? Nous étions très bien en célibataire, ça ne va pas durer, tu ne pourras pas la supporter. » Pendant le repas, je buvais un peu plus que d'habitude, le stress sans doute. Sur la terrasse de l'aéroport, je scrutais tous les passagers sortant de l'avion mais pas de Chantal. Décidément, Alain avait peut-être raison, d'ailleurs, il insistait. « Tu vois, elle n'est pas venue, elle t'a sûrement laissé tomber, partons. » Franchement, il commençait à m'énerver sérieusement. Je descendis dans le hall d'arrivée pour voir de plus près tous les passagers et là, miracle. J'aperçus Chantal complètement changée, les cheveux très courts entourés d'un bandeau, méconnaissable mais toujours aussi belle. J'en fus heureux, très heureux. Mon copain faisait la gueule, mais c'était le moindre de mes soucis. Ce soir-là, nous occupions une chambre dans l'hôtel du syndicat des forestiers. Je ne vais pas beaucoup m'étendre sur cette nuit, mais ce fut pour moi une panne totale. Je faisais des allers et retours entre la salle de bain et le lit où j'essayais de remettre la machinerie en route mais en vain, vaincu par la fatigue. En m'excusant auprès de mon ami, je m'endormis profondément. Pas d'explication concernant cette panne puisque le lendemain matin, il n'y avait plus de problème technique. La matinée fut occupée par la présentation de mon ami à la direction, à faire les courses de vivres frais et l'après-midi, nous prenions la route du campement en passant par Cougouleux, Kouamé, Mela. Je réussis l'exploit de m'embourber avec le pick-up, et c'est en pleine nuit que nous arrivâmes à ma cabane. La tête de Chantal se transforma rapidement car il n'y avait pas de lumière, et lorsque j'éclairai avec ma lampe torche l'intérieur de ma cabane, cafards, geckos, araignées, et les excréments de mon perroquet furent mis en évidence. C'est cela la belle maison ? Mais non, elle est en construction. Où sont les toilettes ? Il n'y a pas de toilettes. Il faut aller dans la nature avec la lampe torche et à 10 mètres de la maison tu fais pipi en brousse. Je ne me rendais pas compte que pour une jeune fille débarquée de Paris, cela devait être dur. Je fus surpris de la facilité d'adaptation dont faisait preuve Chantal. Elle prit vite la mesure pour commander le cuisinier qui malheureusement n'avait plus la même tranquillité que lorsque j'étais seule. La propreté du cabanon n'empêchait pas mon perroquet de courir après Chantal en l'insultant, prêt à la pincer à la moindre occasion. Ce fut le premier changement notoire dans ma vie de célibataire, car après quelques jours avec le volatile, Chantal était très en colère et dit « Tu dois choisir entre le perroquet et moi. » Je trouvai une solution en le donnant à Robert, qui possédait une volière avec 2 perroquets. Vivre à 2 ne fut pas facile tous les jours, par exemple, elle écoutait des musiques actuelles qui m'étaient complètement étrangères pour ne pas dire étranges. Et pour diverses mésententes, ces valises avaient été faites, défaites et refaites un bon nombre de fois. Mon chef confia à ma compagne l'économat de la société. En face de notre case, nous avions un petit abri pour le groupe électrogène qui fut rempli de produits de première nécessité, et les jours de quinzaine ou de paye, une foule de salariés prenait d'assaut l'économat de fortune et il fallait se battre pour ne pas succomber à l'étouffement. Un jour de quinzaine, sous le poids des gens, l'abri s'écroula avec les tôles et les planches en vrac. Chantal se retrouva par terre et eut une chance énorme de ne pas être blessée. Le travail en forêt devenait de plus en plus coriace, au point que nous étions obligés de fabriquer des routes à coups de dynamite. Un spécialiste de France était venu nous initier pendant quelques jours sans devenir des grands champions. Nous nous débrouillions pour nous frayer un passage dans la montagne mais en ayant des montées et des descentes à fort pourcentage très dangereux pour les grumiers. Il fallait souvent retenir les grumiers avec des bulldozers, surtout lorsqu'il avait plu et il pleuvait souvent dans la région, environ 300 jours par an. J'effectuais le remplacement de Robert pendant ses congés, et malgré quelques difficultés de commandement auprès des vieux expatriés qui avaient du mal à avaler que je puisse les diriger,
c'était avec diplomatie et fermeté que je ne m'en sortais pas trop mal. Un soir, de retour du travail, je remarquai plusieurs voitures autour de ma case et un bruit musical infernal. Mes amis avaient décidé de me faire une surprise, mais ma jalousie se révéla plus forte qu'ils ne l'imaginaient et sans trop de dégâts, tout le monde arrêta rapidement et ce fut bien sûr l'objet d'une bonne engueulade. Après 2 mois d'une adaptation rapide, Chantal commençait à faire des marches à pied sur la piste. Je lui donnai rapidement un pisteur lorsqu'elle voulut sortir de la case pour quelques heures en brousse, une sacrée petite bonne femme. Le campement était enfin achevé. Il se composait de 5 jolies cases posées sur le flanc d'une montagne avec une vision sur la forêt très typique et très sympathique à la fois. Un samedi soir après un repas entre amis, nous décidâmes de partir à la chasse aux buffles sur des routes abandonnées. Nous étions 5, 2 chasseurs, Branca et Bernard, Jando qui faisait office de chauffeur et enfin Chantal et moi-même qui n'étions que de simples témoins. Dans le pick-up Land Rover, Jando prit le volant, Chantal et moi assis à ses côtés. Branca et Bernard, leurs carabines à la main, s'étaient mis derrière la caisse, appuyés sur le pavillon. Rapidement, nous fûmes confrontés à une piste pleine de boue et de trous, avec des arbres cassés. Dans un épais brouillard, 2 buffles couraient en bordure de forêt et c'est à ce moment que commence l'anecdote. Les chasseurs demandèrent à Jando d'accélérer afin de se trouver plus près des fauves, mais il accéléra tellement que nos 2 chasseurs se trouvèrent déséquilibrés en vrac avec leurs carabines. « Stop, grand couillon !» Jando freina brutalement. Les 2 chasseurs se retrouvèrent plaqués sur la vitre arrière, les canons pointant sur le capot avant. Pendant ce temps, les buffles disparurent. La même scène fut répétée plusieurs fois car les buffles ressortirent un peu plus loin sur la piste. Jando transpirait à force d'accélérer et freiner. Excédé, le père Branca sauta de la caisse et gifla Jando. « C'est pas possible de chasser avec toi, tu ne te contrôles pas. » Jando nous regardait avec un air penaud. « Bon, j'arrête ces conneries-là. » Et il décida de faire demi-tour. Ce soir-là nous étions revenus au campement bredouilles et fâchés. Le travail en forêt était très dur. Au milieu des cailloux, les arbres se fracassaient en tombant, il fallait rechercher des passages en grimpant comme de véritables alpinistes, sans parler des rencontres avec des animaux sauvages pas très heureux d'être dérangés dans leurs habitudes. Pour le roulage, avec la pluie et les pourcentages de nos côtes, il fallait être inconscient pour conduire des grumiers et j'étais obligé très souvent de montrer l'exemple en conduisant un camion moi-même. Il y avait des paysages coupés d'énormes chutes d'eau, bordés de cailloux de toutes les formes, assez extraordinaires et qui valaient toutes les prises de vue que l'on pouvait voir dans les films tournés dans la jungle. Par moments nous avions des frissons. Au cours de ce séjour, je rentrais du travail un peu plus tôt, vers 15 heures, je ne trouvais pas Chantal dans la case. Un peu inquiet sans plus, je me demandais où elle avait bien pu aller. Vers 17h30 elle réapparut. « Voilà, c'est moi. Je reviens d'une chasse à la panthère, décidément l'histoire se répète. Robert m'a proposé de m'emmener, et la curiosité l'a emporté. Et alors? C'était comment? Pas extraordinaire, le félin n'était pas très gros, mais avec la 375, l'animal n'a pas fait un pli. La pénurie de chauffeurs était la même qu'au chantier de l'Alara. Les grumiers étaient des 4x4, meilleurs en montagne que les 4x6. Certains dimanches, je conduisais un camion avec un pick-up devant moi comme convoyeur, à cause de l'étroitesse des pistes, conduit par Chantal qui n'avait pas encore son permis de conduire. D'autres dimanches, hormis la grasse matinée, l'autre activité que nous avions était d'aller plonger avec un masque dans l'eau claire de la WE accent aigu BE accent aigu, la même où mon père nous emmenait en pique-nique. Il y avait toutes sortes de poissons. Parmi eux, beaucoup ressemblaient à ceux vendus en aquariophilie en Europe. Jando, de retour de congé, nous annonça qu'une amie viendrait lui rendre visite, c'était la sœur de sa belle-sœur. Ce fut le 2e de la bande à être accroché. Lorsqu'elle arriva, son approche de l'Afrique fut totalement différente de Chantal. Curieusement, elle se prénommait aussi Chantal. Nous nous réunissions souvent entre jeunes et un soir, l'un de nous eut l'idée saugrenue d'aller pêcher des missalas la nuit dans la WE accent aigu BE accent aigu. J'avais fait fabriquer les fourches avec lesquelles nous étions censés pêcher les écrevisses avec des baguettes de soudure. Nous partions à 6, les 2 couples,
plus Bichon, le nouveau venu, et Bourget avec la caisse à glace, bien décidés à passer la nuit sur une petite île à 300 mètres en aval du pont. Nous nous installions, faisions du feu pour les brochettes et enfin la pêche. Manque de peau. À la lueur de nos lampes torches il y avait des crevettes en pagaille, seulement avec nos baguettes de soudure. À chaque fois qu'on essayait de les embrocher, le métal se pliait et c'était rageant. J'avais mal préparé le matériel. Tant pis. Nous passions un bon moment. Nous allions nous installer pour la nuit lorsque soudain, un bruit de trompette retentit. Un troupeau d'éléphants se promenait dans la rivière. Inutile de vous dire que nous avons fait un sprint pour rejoindre notre voiture et dormir dans notre case. La relation amicale avec Alain Morel d'Arleux s'était détruite rapidement, car il ne venait plus nous rendre visite comme par le passé et faisait des réflexions insupportables à mes yeux. Voilà 5 mois que nous vivions ensemble et pour des questions pratiques, et malgré quelques petites disputes, nous voulions d'un commun accord, nous unir pour la vie. Nous nous marions donc en toute intimité le 17 septembre 1971 au Consulat de France, avec Jolivet et Jean Do comme témoins. Un repas midi et soir et puis retour en brousse. Le sport me manquait. Aussi je formais une équipe de football avec les ouvriers du chantier. Nous jouions contre la société Leroy, l'administration, les villages environnants. Cela nous passait le temps le dimanche après-midi et renforçait l'amitié entre les expatriés et les Gabonais. Le jeu par lui-même était lamentable, mais il n'y avait jamais de jambes cassées, c'était l'essentiel. Notre départ en vacances était imminent. Nous décidâmes d'aller au club Méditerranée. J'avais loué une R15, voiture à la mode à cette époque. Nous fîmes un saut en Normandie dans la famille de Chantal où je fis enfin connaissance de sa maman, une femme extraordinaire, mère de 10 enfants, 7 filles et 3 garçons. Les 3 jours passés en famille, en Normandie, furent soupers, avec des repas composés de plats bien cuisinés et des fruits de mer. Pendant ces 3 jours j'étais comme un coq en pâte. J'étais le préféré de belle-maman. La suite de nos congés fut un voyage en voiture dans le sud de l'Espagne que nous avons fait d'une seule traite, 2000 km. De la folie. Heureusement à l'arrivée nous avons eu droit à une organisation club, classique, sport, bronzage, danse, jeux, semaine de détente. De retour de congé sur le Gabon, nous apprîmes que notre société faisait l'objet de tractations avec un groupe industriel français, nous n'en savions pas plus. Nous sommes en 1972. Le permis forestier que nous exploitions était à la limite de la rentabilité. La direction demanda à Robert de prospecter de l'autre côté de la Noya, rivière limitrophe, pour voir s'il y avait suffisamment de bois pour déposer un permis de coupe. La rivière était large et le lit était sombre, plein de branches cassées, submergé de serpents, crocodiles et autres bestioles. Cet endroit était complètement perdu. À quelques 10 kilomètres du premier poste d'exploitation, nous devions trouver un moyen pour traverser la Noya. D'un commun accord, nous prîmes un pneu de skidé, grosse roue, sur lequel nous installâmes une plaque de contreplaqué attachée avec des cordes et avec un gars qui savait pagayer. Nous traversâmes avec 3 pisteurs, un porteur et quelques vivres. Et nous voilà en prospection au bout du monde. Je me revoyais quelques années en arrière. Nous installions notre campement pas loin de la rivière, perdu dans un océan d'arbres, de lianes, d'animaux de toutes sortes, de rivières zigzagant dans tous les sens. C'était une sensation sans pareille. Nous nous sentions dans l'obligation de nous rapprocher les uns des autres. Pendant ces 3 jours nous formions une famille. Pour le soir, nous chauffions quelques boîtes de cassoulet. Nous avions trouvé des atangas sauvages, fruits à la chair verte, bien connus en Afrique centrale sous différents noms. Pendant ces 3 jours, nous marchions jusqu'à ce que nous retrouvions les traces de l'ancien chantier du Mouni. Nous poursuivions notre marche pour atteindre le campement où j'avais vécu pendant 2 mois en remplacement justement de Robert, mon patron et compagnon de prospection. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.